Goedemiddag, dames en heren. Heel erg dank u aan de organisatie van de Benelux-conferentie om mij op het programma te zetten. Bonjour mesdames et messieurs, je remercie la conférence de m'avoir demandé de parler. Je vais vous parler de ce qu'on va pouvoir faire de manière spécifique pour aménager plus intelligemment notre espace. Bon, je vais y aller directement. Nous ne sommes pas de bons concepteurs ou ingénieurs. Nous pensons l'être, mais nous ne le sommes pas nécessairement. Notre production alimentaire érode non seulement la vie sur Terre, mais elle consomme 10 fois plus d'énergie que ce qu'elle nous rapporte. Alors, il y a du plastique dans les océans, dans nos ventres et dans nos bébés. Les changements climatiques sont vraiment très néfastes. Et de plus, il est de plus en plus clair que la façon dont nous aménageons notre espace n'est pas en mesure de lutter contre les défis qui nous attendent à l'avenir. En outre, notre méthode traditionnelle d'aménagement du territoire sape non seulement la santé de nos écosystèmes, mais également notre propre santé. Et donc, il est de plus en plus clair que notre logique de création de valeur entraîne la dégradation, car elle n'est plus du tout en correspondance avec la façon dont la vie fonctionne. Nous avons donc un nouveau paradigme pour l'innovation qui est nécessaire. Où pouvons-nous trouver l'innovation? Nous pouvons scanner le cosmos et essayer de trouver une vie intelligente extraterrestre, ou alors éventuellement nous baser sur l'intelligence artificielle. Et nous espérons que E.T. et l'intelligence artificielle auront pitié de nous parce que vraiment nous ne nous occupons pas bien du tout de notre planète. Alors, l'intelligence artificielle, évidemment, en est encore assez balbutiement, mais notre propre intelligence est déjà occupée depuis 3,8 milliards d'années. Alors, si nous regardons l'ensemble de l'histoire, si nous devons résumer ça en une année, eh bien, les êtres humains arrivent le 31 décembre à 23h30. La révolution industrielle commence à 2 secondes avant minuit. Et donc, force est de constater que nous sommes vraiment des nouveaux habitants sur la planète. Et notre propre défi est de faire en sorte que l'on ne fasse pas partie des 99,9% des espèces qui ont déjà habité sur la planète, qui sont maintenant disparues. Et pour reprendre les paroles de Jonathan Porritt, qui est cofondateur du Forum for the Future, est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à vivre sur Terre comme si on voulait vraiment rester sur Terre en devenant autosuffisant et en nourrissant la vie, tout comme cet arbre, parce que entre-temps, les études nous ont montré que les forêts permettent de renforcer notre immunité. Les oiseaux sont tout aussi importants pour notre bien-être que la sécurité financière. Nous savons aussi que le fait de passer du temps dans la nature permet vraiment de renforcer notre esprit créatif et nous permet de renforcer aussi notre capacité à trouver des solutions. En effet, des études ont montré que lorsque nous faisons passer des tests cognitifs à des étudiants et que ensuite nous envoyons les étudiants pendant 4 jours, certains élèves dans la ville et d'autres élèves dans la nature, eh bien, sur ceux qui reviennent de la nature, ont 50% plus de réussite dans leurs tests cognitifs que les étudiants qui ont donc passé leurs 4 jours en ville. Alors nous savons que le fait de passer du temps dans les forêts n'influence pas uniquement nos capacités cognitives, mais elle permet également de renforcer notre système immunitaire. Il s'agit donc de cellules killer T. Ce sont les cellules qui tuent les cellules cancéreuses dans notre corps. Donc le fait de passer plus de temps en forêt eh bien, permet de réduire le risque d'avoir des cancers. Nous savons aussi que les loups
permettent de faciliter la restauration des écosystèmes de la rivière. Nous savons que les baleines ressentent le climat. Nous avons pu montrer par le biais d'études que les renards blancs permettent d'améliorer la toundra. Nous savons que certains champignons ont besoin d'eau pour croître, très bien que les champignons créent de la pluie et que le plancton permet de protéger l'océan lorsqu'il y a trop de soleil. Donc voici quelques exemples d'espèces qui permettent de renforcer la vitalité de la nature. En d'autres termes, il vaut mieux laisser les choses dans un meilleur état que l'état dans lequel on les a trouvées. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et c'est cette logique, cette intelligence que j'appelle NI ou IN, intelligence naturelle. Il s'agit de la logique qui doit pouvoir résister au temps. On ne s'en rend pas bien compte, mais nous avons le même objectif que toutes les autres formes de vie sur Terre. La vie veut survivre et la vie veut vraiment continuer à vivre aussi. Supposons ce qu'on pourrait atteindre si la planète pouvait être régénérée à l'instar de la nature, plutôt que d'être dégradée comme on le fait actuellement. Une fois qu'on comprend comment la nature fonctionne, on verra que c'est elle le meilleur guide pour assurer notre pérennité. Comment pouvons-nous nous assurer que notre nature soit plus saine et plus vitale à l'avenir? Eh bien, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. J'en ai énuméré 5. Il y en a plus, naturellement, mais je n'avais pas plus de temps. Alors, je vais d'abord me concentrer sur la biodiversité. Sans diversité, il n'y a effectivement pas de complexité ou de résilience dans la nature. C'est un aspect important parce que la vie, c'est le réseau. Vous êtes vous-même une communauté, vous êtes un écosystème. Par exemple, lorsqu'on regarde une feuille d'une plante, on peut voir qu'il y a des millions de cellules qui n'appartiennent pas à la plante en elle-même. Les études ADN ont montré qu'une feuille comportait des centaines de cellules différentes, des algues, des cellules fongiques, etc. Et une plante peut en abriter une centaine de différentes. L'individualité, c'est donc tout simplement la manifestation des différentes relations entre espèces. Pour reprendre les termes du professeur D.J. Haskell, a leaf is a community. Une feuille, c'est une communauté. Et il en va de même pour le corps humain. Des études récentes ont montré qu'environ 8 trillions de cellules non humaines sont en plus présentes par rapport aux cellules humaines. Donc on est nous-mêmes un écosystème. C'est quelque chose qui est important à comprendre parce que la santé de chaque élément de la nature est directement liée à la santé de l'ensemble. Maintenant que nous savons que notre propre santé et la santé de l'écosystème dans lequel nous nous trouvons sont finalement intimement liés, nous pouvons maintenant réfléchir à la façon dont nous pouvons construire des bâtiments qui respectent mieux la nature. Par exemple, ce Bosco Verticale qui a été créé par les architectes italiens de Bueri Architetti. Le Bosco Verticale abrite en effet plusieurs dizaines de plantes différentes. Ces plantes permettent aussi elles-mêmes d'abriter des bons microbes, des insectes et donnent un abri pour les oiseaux. Et finalement, tous ces animaux et insectes permettent d'améliorer notre santé. On peut peut-être aussi s'inspirer d'un bâtiment créé par Triodos aux Pays-Bas, un bâtiment qui renforce l'écologie environnante. Pour l'instant,
nous construisons en remplaçant la nature, les choses vivantes, par du béton qui est mort. Mais si nous concevons nos bâtiments de façon différente, nous pouvons les concevoir de manière à ce que ces bâtiments puissent également avoir une fonction positive et avoir une fonction qui permet de produire des éléments positifs pour l'environnement. Alors, le bâtiment principal de Triodos a été développé selon une vision selon laquelle la nature, la culture et l'économie sont à mettre en corrélation, à mettre en équilibre. Ainsi, dans la conception du bâtiment et dans le plan de la lumière, il a été tenu compte des itinéraires de la population de chauves-souris locale. Alors, pour être tout à fait complet, le bâtiment de Triodos est totalement recyclable. Il a été créé en verre, en bois et en vis en métal. Une fois que la durée de vie du bâtiment est dépassée, tous ces éléments pourront donc être recyclés et réutilisés ailleurs dans de nouveaux bâtiments. Il n'y a donc pas de déchets une fois que ce bâtiment devra être démoli. Alors, un deuxième aspect important de l'intelligence naturelle, c'est ce que j'appelle l'aspect biologique. Et c'est simplement un approfondissement de la pensée selon laquelle la santé est un réseau. Et donc notre santé dépend énormément de la santé du système plus large dont nous dépendons. Alors c'est important parce que un des principes de base de la nature est qu'il faut investir dans la santé des autres afin de pouvoir garantir sa propre santé. Par exemple, est-ce que nous regardons nos problèmes d'îlots de chaleur? Les villes sont surchauffées en été. Eh bien, est-ce que nous pouvons apprendre de la nature comment régler ce problème? Eh bien oui. Nous pouvons par exemple apprendre des arbres, comment nous pouvons répercuter l'ombre fractale. C'est ce que cette entreprise a fait en Thaïlande. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser l'ombre fractale plutôt que les pare-soleil habituels parce que c'est plus performant en matière de refroidissement. Pourquoi? Eh bien parce que l'ombre fractale a pour conséquence que la ventilation est toujours possible alors que dans le cadre de notre propre pare-soleil traditionnel, eh bien, il est difficile d'assurer une ventilation efficace. Il est difficile pour le vent de passer. Donc ça, c'est un des exemples qu'on pourrait apprendre de la nature. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement apprendre d'un organisme comme une moule? Comment il est possible de créer de la superglue non toxique qui, de surcroît, pourrait être utilisée sous l'eau, qui pourrait être waterproof? Eh bien, une société Columbia Forest Products a justement créé cette superglue pour créer des plaques, des panneaux qui sont tout à fait naturels. Nous pouvons donc ainsi créer des éléments de construction qui ne sont pas toxiques. Un autre exemple, donc les toiles d'araignée sont très résistantes, tellement résistantes d'ailleurs que si on devait en faire un terrain de foot, eh bien, ça permettrait vraiment de retenir énormément de choses. Est-ce que nous pouvons donc apprendre des araignées comment créer des fils et des substances qui sont peut-être plus durables, plus résistantes? Eh bien, Spintex l'a exactement fait. Ils ont appris comment on peut créer des fibres inspirées par les toiles d'araignée et il y a une efficacité énergétique 1000 fois plus élevée que les fibres plastiques que nous utilisons actuellement et ces substances n'ont pas d'effet toxique sur l'environnement.
Un troisième point essentiel pour l'intelligence naturelle, c'est la biophilie. Des études nous ont déjà montré que la nature ne nous rend pas seulement plus sains, mais elle nous rend plus heureux et plus intelligents. Pourquoi? Parce qu'il faut un écosystème pour justement pouvoir alimenter un écosystème. Notre propre santé et celle de l'écosystème sont intimement liées. Pouvons-nous, par exemple, apprendre à développer en harmonie avec la nature plutôt qu'au détriment de la nature? Ça, c'est un exemple de Belgique. C'est un centre de pédopsychiatrie à Genk. Le bâtiment a été intégré directement dans l'environnement, dans le paysage. Cela permet non seulement de respecter la qualité de l'environnement, et le bien-être ainsi que la santé des enfants jouent naturellement un rôle primordial. Nous avons appris de certaines études aussi que lorsque des enfants ont des plantes vertes dans leurs locaux d'école, eh bien, ils obtiennent de meilleures notes que les enfants qui n'en ont pas. Les travailleurs qui ont une vue sur la nature et qui ont des éléments de nature sur leur lieu de travail obtiennent de meilleurs scores, qui sont moins souvent malades. Il y a beaucoup de grandes entreprises comme Amazon et Facebook qui appliquent ce principe. On voit ici quelques photos des quartiers généraux de ces entreprises. Ils savent très bien que c'est mieux pour tout le monde lorsque les travailleurs sont en meilleure santé et qu'ils travaillent mieux. Et donc c'est de cette manière-là qu'ils ont décidé d'intégrer la nature dans leur construction. Moi je pense que ceci, ça va être l'avenir. On va peut-être pouvoir aller plus loin, développer des districts entiers de villes, comme par exemple ici, c'est un district de la forêt intelligente à Cancun, au Mexique. Ici, un district complet a été développé avec 2,5 millions de plantes et plusieurs dizaines de milliers d'arbres qui ont été intégrés directement dans le district. C'est en cours de développement. Un quatrième point pour l'intelligence naturelle, c'est le fait qu'il faudra innover en s'inspirant de la nature comme mentor. Nous devons nous inspirer de la nature pour innover parce que la nature sait très bien ce qui fonctionne et ce qui peut contribuer à garantir l'avenir de la vie sur Terre. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, aller à l'encontre des lois de la nature, eh bien, ce n'est pas efficace. Cela coûte de l'énergie, des matières premières, de la santé et du bien-être. Par exemple, on pourrait apprendre des cactus comment rafraîchir les bâtiments de manière passive, donc sans devoir installer d'air conditionné. Alors, lorsqu'on regarde ces cactus, on voit que leur forme donne une ombre qui permet de favoriser le rafraîchissement. Et on voit ici que certaines parties du cactus sont exposées au soleil, d'autres sont à l'ombre. Et en raison de ces différences de température, il y a ainsi des pressions atmosphériques changeantes qui voient le jour. Et le cactus se ventile lui-même et fait son propre rafraîchissement grâce à sa forme qui est assez intelligente. Et si on applique ça au niveau des bâtiments, eh bien on pourrait créer ainsi un système de façade qui se rafraîchit lui-même. Voici un exemple d'un bâtiment d'université dans l'Arizona. Il n'y a pas de partie verticale mais horizontale dans le bâtiment. Et de cette manière-là, il y a toujours des courants d'air qui sont créés qui permettent de ventiler le bâtiment. Un autre exemple, une inspiration que l'on pourrait trouver dans la nature, c'est le monde des termites. On pourrait comparer ces fourmilières avec des gratte-ciel. Et ces constructions peuvent nous apprendre comment garder la fraîcheur à l'intérieur sans devoir installer de l'air conditionné qui consomme énormément d'énergie. Eh bien, je vais vous montrer un film pour vous l'expliquer.
An investment group in Harare, Zimbabwe, hired him to design the largest office and retail building in the country. But they didn't want to pay for the expensive air conditioning needed to cool such a large building. So that left Pierce with a seemingly impossible challenge. How do you design a building that cools itself? This is a termite mound. Millions of termites live inside these structures, some of which stretch an astonishing 30 feet high. Although these termite skyscrapers may look solid from the outside, they are actually covered in tiny holes that allow air to pass through freely. Like a giant lung, the structure inhales and exhales as temperatures rise and fall throughout the day. This termite ventilation inspired Pierce to use an approach known as biomimicry, imitating the ingenuity found in nature to solve human problems. Meet the Eastgate Center. The building is made from concrete slabs and brick. Just like the soil inside a termite mound, these materials have a high thermal mass, which means they can absorb a lot of heat without really changing temperature. The exterior of the building is prickly, like a cactus. By increasing the amount of surface area, heat loss is improved at night while heat gain is reduced during the day. Inside the building, low-power fans pull in cool night air from outside and disperse it throughout the 7 floors. The concrete blocks absorb the cold, insulating the building and chilling the circulating air. When the morning comes and temperatures rise, warm air is vented up through the ceiling and released by the chimneys. Thanks to this innovative design, temperatures inside stay at a comfortable 82 degrees during the day and 57 degrees at night. Not to mention, it uses up to 35% less energy than similar buildings in Zimbabwe. Since opening its doors in 1996, Mick Pierce's 90% natural climate control system has made the Eastgate Center a global landmark for sustainability. So we must ask ourselves, if an architect could design a self-cooling building with termite-inspired climate control, what other innovations can Mother Nature inspire if we just paid closer attention? Dit was dus een mooi filmpje. C'était donc une vidéo assez intéressante, j'espère que vous avez tout compris en anglais. Elle parlait de la façon dont un petit organisme comme les termites eh bien, fait preuve d'ingéniosité en termes de construction durable et ce que nous pouvons en apprendre. Nous pouvons non seulement apprendre des termites, nous pouvons également apprendre beaucoup des arbres. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment ça se fait que certains arbres eh bien, poussent de travers mais restent quand même droits? Eh bien, c'est parce qu'ils appliquent un principe dans lequel ils font pousser les branches là où il y a le plus de stress. On peut mettre ça dans un algorithme. Lorsqu'on regarde par exemple les os d'oiseaux, ils doivent être assez légers pour pouvoir voler. Et donc il y a une autre structure en dessous des os des matériaux. Donc on ne met pas de matériel là où ce n'est pas nécessaire. Et donc ça, on peut en faire un autre algorithme. Et si on combine ces deux algorithmes, donc la construction intelligente des arbres et des oiseaux, et qu'on met ça dans un programme informatique, et qu'on veut par exemple imprimer une table en 3D, eh bien, on peut faire une table comme celle-ci. C'est ce que Exploration Architecture a fait. Vous la voyez ici. Et cette table est tout aussi résistante qu'une table normale, mais a besoin de 1000 fois moins de matières premières. Voici donc un des nombreux exemples
de ce que la nature peut nous apprendre pour qu'on gère mieux nos matières premières. Un dernier point que je voulais peut-être illustrer aujourd'hui, un des points peut-être les plus essentiels de l'intelligence naturelle, c'est la biosphère. Alors, l'investissement sera seulement rentable si la planète se sent mieux après. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'on comprend comment la nature fonctionne, on verra que la durabilité est finalement un produit accessoire de la création de valeur régénérative. La régénération, c'est un processus biologique de renouvellement qui entraîne un niveau de santé plus élevé, de richesse plus élevée, de vitalité et de durabilité plus élevée. Est-ce qu'on peut éventuellement déplacer nos accents? Non, pour l'instant, on parle surtout de dégénération. On pourrait peut-être passer vers la durabilité. La durabilité, finalement, c'est essayer de ne pas avoir d'impact négatif. Et ce n'est pas du tout ce que la nature fait. Nous pourrions passer à la régénération, à savoir donc la création d'un impact positif sur la nature. Ce qui est important à comprendre lorsqu'il est question de régénération, c'est que la régénération, c'est bien plus que le fait d'avoir un impact positif une seule fois. Non, il est question d'une cascade d'impacts positifs qui devront être mis en œuvre. Pour pouvoir illustrer la régénération, je vais vous raconter une histoire de ce que les loups peuvent nous apprendre en matière de régénération. En 1995, les loups ont été réintroduits dans le parc naturel de Yellowstone après une absence de 70 ans. En effet, l'homme avait exterminé la population des loups dans le parc de Yellowstone. Et ça a eu des effets très néfastes finalement sur l'écosystème du parc. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'il n'y a pas de loups, les biches n'ont plus de prédateurs. Et les cerfs, biches, pouvaient continuer à se reproduire. Et même les chasseurs n'arrivaient plus à maintenir la population, à réguler la population de cerfs. Et par conséquent, l'écosystème s'appauvrisserait parce que les cerfs consommaient trop. Et en réintroduisant les loups, nous avons assisté à un système de régénération très fascinant. C'est même quelque chose que les biologues ne s'étaient même pas imaginé. En réintroduisant le loup, l'écosystème a pu se rétablir. Bon, nous savons que les loups sont des carnivores et qu'ils aiment les cerfs, mais ce n'était pas ça finalement le point essentiel de ce qui s'est déroulé à Yellowstone après la réintroduction des loups. En effet, les loups changent les comportements des cerfs d'une façon que les chasseurs n'arriveront jamais à atteindre. En effet, les cerfs commençaient à éviter certains endroits et ils allaient manger moins longtemps et ne restaient pas très souvent au même endroit. Donc il n'y avait plus de dégénération de l'écosystème dans lequel se trouvaient les loups, lorsque le loup se trouvait tout en haut de la chaîne alimentaire. En raison du changement de comportement des cerfs, eh bien finalement, les arbres ont retrouvé une place dans le parc. Et en l'espace de 6 ans, les arbres sont redevenus plus grands, 5 fois plus grands qu'avant. Et ainsi, on a pu voir que les superficies qui étaient totalement arides, eh bien, accueillaient à nouveau de la végétation, ce qui signifie plus d'alimentation, donc plus d'oiseaux. Et naturellement également beaucoup plus de mammifères. Il y a toutes sortes d'animaux qui sont ainsi revenus, les castors parce qu'il y avait plus de bois, et avec leur barrage, ils ont créé un nouvel habitat, et donc les poissons sont revenus.
Les loups sont également revenus parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à manger dans l'écosystème. Finalement, les loups ne prennent pas la vie, mais ils rendent également, ne prennent pas que la vie, ils rendent également la vie à toutes sortes d'espèces d'animaux. Cette histoire permet d'illustrer le fait que le loup a énormément d'impact sur l'écosystème et que cet écosystème change. Mais pas seulement l'écosystème a changé, la géologie de ce système a également changé après l'introduction des loups. Et la rivière a subi moins d'érosion. Le cours de l'eau a changé aussi, moins d'érosion, donc il y avait plus de possibilités pour réparer plus rapidement le lit de la rivière. Et en l'espace de moins de 10 ans, les loups ont eu un impact assez profond sur le cours de l'eau. Quels sont finalement les enseignements que l'on peut tirer de cette histoire? Eh bien, un changement mineur peut avoir des effets en cascade et entraîner un impact très important. Il n'y avait finalement que une grosse vingtaine de loups qui ont été introduits à la fin des années 90 et 10 ans plus tard, on a pu voir que finalement énormément de choses avaient changé. Ce n'est pas vraiment ce que font les loups qui est important, mais c'est vraiment le processus que les loups mettent en œuvre qui permet vraiment d'entraîner la régénération. En effet, les loups créent une cascade de processus qui ajoutent de la valeur, qui permettent de renforcer la vitalité, la santé de l'ensemble du système. La régénération, c'est donc créer des conditions permettant le rétablissement. Ce qui est également important à savoir, c'est que la régénération, c'est un système en cascade. Le fonctionnement d'un système dépend de l'ensemble des éléments. Il faut que tous ces éléments puissent être en connexion et bien fonctionner ensemble, ce qui leur permet ensuite d'ajouter de la valeur à l'ensemble qu'ils représentent. La création de valeurs régénératives, c'est quelque chose que nous pouvons appliquer aussi. C'est une compétence qui vise à toujours créer des valeurs, des impacts qui permettent d'ajouter de la valeur. C'est l'inverse de ce que nous faisons actuellement. Si la régénération, c'est la création des conditions appropriées pour entraîner des cascades d'impact positif, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes? Moi, j'ai pris un exemple personnel. À droite, vous voyez mon ancien jardin et à gauche, une monoculture de maïs, qui est presque une zone morte en termes écologiques. Nous avions considéré notre jardin comme un projet de régénération. Nous voulions que notre jardin améliore la planète, qu'il puisse avoir beaucoup d'impact positif. Et nous avons voulu regarder comment la nature le faisait, comment la nature crée elle-même des écosystèmes qui favorisent la biodiversité, notamment. C'est ce que nous avons voulu imiter dans la nature. Notre jardin ressemblait vraiment au champ de maïs que vous pouvez voir à gauche lorsque nous avons commencé. Et voici une photo de 7 ans plus tard. Et on voit que 7 ans plus tard, notre jardin a énormément progressé en termes de richesse. En tant que biologiste, je peux vraiment vous dire que j'étais impressionné par la rapidité à laquelle la régénération a lieu une fois qu'on commence à travailler. Parce que 7 ans après avoir commencé notre projet de régénération, nous recensons plus de 60 espèces différentes dans ce petit lopin de terre. Et certaines espèces sont assez rares, hein, comme la mouche colibri, notamment. On voit donc que notre jardin a permis de créer un habitat adapté et a permis aussi de
nous fournir une alimentation durable. Il y a énormément de stockage d'eau qui était possible. On a pu réguler un certain nombre de choses. Alors, ce qui est important à savoir aussi, quelque chose qui m'a vraiment surpris dans mon projet de jardin, je sais naturellement comment fonctionne la nature, je savais en théorie que la nature ne va pas créer de l'ordre. Les arbres de la forêt ne sont jamais disposés de la manière que nous souhaitons, comme chez nous, où on peut disposer les arbres et les plantes comme on le veut. Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans la nature, c'est l'émergence. Une plante qui arrive quelque part, eh bien, elle pousse là. Pendant 2 ans, j'ai dû lutter contre ma tendance à bien vouloir tout ordonner afin que tout soit dans des rangées et bien ordonné. Et ça m'a surpris, malgré le fait que je savais que je ne pouvais pas le faire. On a quand même une tendance fortement enracinée de vouloir tout bien ordonner et tout bien ranger. Et donc j'ai dû vraiment faire des efforts pour ne pas ordonner mon jardin. Bon, il a fallu quelques années, maintenant je suis content de voir que dans mon jardin c'est le chaos. Et donc on voit que la création de valeur régénérative sera uniquement possible lorsqu'on aura changé notre mentalité. Il faudra vraiment accueillir le chaos, l'émergence, en passant à un mode de maîtrise de la nature. Nous devons également faciliter le travail pour la nature. Nous devons laisser la nature elle-même déterminer quelle est la meilleure solution. En fait, il est vraiment temps d'arrêter de penser que l'anthropocentrisme est important, donc l'homme est au-dessus de tout, mais vraiment passer à un mode où la nature est au centre de tout. Ce que je voulais dire, c'est que sans changement personnel, il n'y aura pas de changement du système. Nous plaignons du fait que le système ne fonctionne pas bien, mais si on ne change pas nous-mêmes, eh bien les systèmes ne changeront pas non plus. Et la véritable question de la création de valeur ajoutée au niveau régénératif, c'est qui voulez-vous devenir pour créer cet impact régénératif? Parce que l'individu ne permettra de se distinguer que du collectif. Une des règles principales de la nature, c'est qu'elle fonctionne toujours de manière bottom-up. Il n'y a pas de top-down. Tout commence toujours par le plus petit élément. Ça me donne beaucoup de courage, de motivation. Je pense que vous connaissez tous bien quelqu'un qui dit oui, voilà, le développement durable, c'est la Chine, c'est les pouvoirs publics, les grandes institutions qui doivent le faire, toujours les autres finalement. Et lorsqu'on comprend comment la nature fonctionne, on ne peut plus dire ce genre de choses parce que la nature finalement travaille toujours avec les plus petits éléments. Eh bien, nous, ça nous donne de l'espoir parce que si nous savons que nous pouvons changer non seulement notre jardin, mais aussi notre façon de penser, eh bien, la régénération peut aller très très vite et aller presque aussi vite que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, ça, c'était un exemple que je peux vous donner à titre personnel, mais qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant en termes d'aménagement du territoire? Eh bien, quid? Que se passerait-il si on appliquait ces exemples de la nature dans la façon dont nous aménageons le territoire? Est-ce que nous pouvons rendre notre environnement plus sain, plus vital, plus riche? Eh bien, un pionnier en la matière, Janine Benyus, qui a créé le Biomimicry 3.8, dit « Lorsque la forêt et la ville ne seront impossibles à être distinguées, alors à ce moment-là, nous aurons atteint notre objectif. » Il y a un certain nombre de projets qui sont en cours, je les appelle ça les projets positifs. Et donc là, avec les villes, avec des grandes entreprises comme Ford, par exemple, il y a une coopération qui a été mise en place pour voir comment l'écosystème local peut être amélioré et quels sont les services qui peuvent être donnés. La nature est généreuse, elle donne énormément. C'est cet impact positif. Et donc si on veut
développer une ville quelque part ou rendre une entreprise plus durable et la rénover de manière durable, quels sont les éléments que la nature apporterait? Lorsqu'on regarde la photo ici à gauche, on voit un écosystème de rivière avec du corail en dessous de l'eau, des forêts au-dessus. Eh bien, ces écosystèmes produisent de l'oxygène, absorbent le CO2, appurent l'eau et génèrent pas mal de biodiversité. Est-ce que nos bâtiments, nos organisations, nos districts, nos villes, est-ce qu'on ne pourrait pas les développer de manière à produire ce genre de service aussi? Ça semble peut-être un peu utopique, mais il y a déjà pas mal d'entreprises qui planchent sur le sujet. Un des pionniers en la matière, c'est Interface. C'est une multinationale qui fait du carrelage. En termes de durabilité, il n'y a pas d'autre entreprise qui fait mieux. Ils ont, par exemple, réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 96%. Ils fonctionnent au renouvelable à 99%. Leur production de déchets a été réduite de 92%. Et finalement, ils ont suivi longtemps la Mission Zero. Tous les impacts négatifs ont été ramenés à zéro. Et leur nouvelle mission, parce qu'ils ont atteint la mission zéro, c'est maintenant de créer un impact positif. Ils disent qu'ils souhaitent créer un climat qui est bénéfique pour l'homme. Une des choses qu'ils font, c'est que leurs usines de tapis sont rénovées sur la base des systèmes d'écosystèmes. Donc il y a du CO2 qui est stocké dans les usines, il y a du filtrage d'eau, il y a de la biodiversité qui est créée. Donc Interface, c'est vraiment un très très bel exemple de ce qu'on peut faire. Mais comment est-ce qu'ils font? Ils ont créé des normes écologiques qu'ils essayent d'atteindre. Donc ce sont les Ecological Performance Standards. En voici un exemple. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, mais on voit ici combien de CO2 est stocké, combien d'eau est stockée. Il y a d'autres exemples, combien de biodiversité peut être stockée, etc. Au niveau des villes, il y a le Amsterdam City Donut, qui est un exemple intéressant. Là, on va voir de quelle manière il est possible de créer ou d'aménager une ville de manière positive afin que la ville soit améliorée, non seulement pour les personnes qui y habitent, mais également pour l'ensemble de la planète. Et voilà, il y a un certain nombre de normes qui ont été créées à cet effet. Il y a des systèmes et des services d'écosystèmes qui ont été créés et voilà, ils essayent de voir comment mieux réguler la température grâce à ce différents systèmes, comment améliorer la biodiversité, comment aller prélever de l'énergie dans la nature, etc. Voilà quelques exemples parmi tant d'autres de ce que nous pouvons apprendre de la nature en termes d'aménagement du territoire. Et je voudrais conclure en disant que lorsque on comprendra que la durabilité est un produit accessoire de la création de valeur générative, c'est à ce moment-là qu'on fera effectivement ce que fait la nature. Il faudra vraiment faire en sorte que la planète s'en sorte mieux qu'avant. C'est ça vraiment notre mission. Nous savons que la nature de l'avenir et l'avenir de la nature sont interdépendants. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir écouté ce discours. J'espère avoir pu servir de source d'inspiration avec mes exemples. Et si vous voulez recevoir les références que j'ai utilisées, eh bien, tout ceci se base sur des études scientifiques. Vous trouverez ces références dans mon livre que vous voyez ici à gauche. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt pour vos questions. Merci. Oké, zo, goedemiddag Leen. We hebben elkaar al niet ontmoet, maar
Bonjour, Lé, nous sommes heureux de te voir maintenant en vrai, si on peut dire, en tout cas en direct. Je crois que tu as vraiment un véritable travail de missionnaire en la matière. Et entre-temps, nous avons reçu quelques questions. Je vais donc commencer à les poser. Alors, sans évolution personnelle, il n'y aura pas d'évolution systémique. C'était vraiment une très belle phrase. En tant qu'individu, nous devons donc changer. Est-ce que c'est est-ce qu'on doit attendre que les individus changent pour que la structure change? Alors, je crois qu'il faut que les deux soient simultanés. Ce que je veux dire, évidemment, je ne dis pas que les grandes entreprises et que les autorités n'ont pas un rôle important à jouer, mais je pense que le rôle que eux jouent, c'est de savoir comment créer les conditions pour que on puisse mieux relever ces défis-là ensemble. C'est à eux de créer les conditions, c'est vrai, et de relever à un plus haut niveau les impacts positifs. Mais les études de communication et de psychologie montrent que qu'on a besoin que d'un petit groupe de pionniers pour faire changer tout un système. Les chiffres vont de 5% de la population à 20% de la population. C'est sans doute quelque chose d'intermédiaire, je ne sais pas exactement combien. Et donc, on a besoin de moins d'un cinquième de la totalité de la population pour faire changer un système. Ce qui me donne donc de l'espoir. Les pionniers qui sont déjà à l'œuvre maintenant mettent déjà des choses en place qui pourront avoir un impact beaucoup plus important. Voilà ma réponse. Merci. Il y a d'autres questions intéressantes. Alors, y a-t-il des exemples avancés d'intelligence naturelle en Belgique? Des exemples de pratiques. Vous avez cité quelques exemples de l'étranger. Alors oui, certainement, il y a différents exemples de ce type de réflexion en Belgique. L'une des plus grandes réussites, je crois, c'est la société qui s'appelle Turbulent, qui construisent des mini-centrales hydrauliques qui peuvent travailler avec très peu de puissance sur des petites rivières et qui s'inspirent de la forme naturelle du vortex. Donc, les mini-centrales hydroélectriques peuvent créer de l'énergie à des endroits où il n'y a pas assez d'eau ou de dénivelé pour construire de plus grandes centrales. Et ils ont développé également une turbine en forme d'hélice qui fait en sorte que les poissons et les autres animaux aquatiques, une fois qu'ils arrivent dans ce vortex, restent à l'extérieur, donc sans blessure, et peuvent remonter ces turbines sans en souffrir. Donc, c'est une petite société assez récente. C'était une start-up au départ, mais la demande est tellement importante parce que ce qu'ils peuvent faire avec ces mini-centrales, c'est qu'ils peuvent fournir de l'énergie renouvelable 7 jours sur 7 pour des dizaines de ménages. C'est un très bel exemple. Merci bien. Il y a différentes personnes dans notre public qui s'engagent quotidiennement pour l'éducation au développement durable et l'éducation à la nature et à l'environnement. Une des questions reçues est de savoir quelle devrait être notre mission centrale, en tout cas pour ces professionnels. Au niveau donc de l'éducation à l'environnement, oui. Est-ce que tu aurais des conseils innovants qui pourraient être appliqués dans l'éducation à la nature et à l'environnement? Alors, dans le domaine de l'éducation à l'environnement, tel que moi je la connais, mais bon, ça fait déjà un petit temps, je pense surtout à l'apprentissage sur la nature et je crois que
avec ce que j'essaie de montrer, avec ce que j'expliquais via l'intelligence naturelle, se voir ce qu'on peut apprendre de la nature. C'est un petit changement de perspective, mais je pense que ça a beaucoup de pouvoir, surtout si on peut impliquer les élèves, les emmener dans la forêt, travailler sur une thématique, sur ce qu'ils peuvent apprendre de la nature. Par exemple, j'avais fait ça à l'époque avec des banquiers. J'avais été en forêt avec un groupe de 40 banquiers pour montrer comment la nature investit dans l'avenir et quels facteurs de résilience la nature utilise, qui seraient pertinents aussi pour le secteur bancaire. Avec les enfants, je pense qu'on peut encore faire beaucoup plus de choses très chouettes. Et je sais aussi, par expérience, que les enfants trouvent ce thème très gai aussi, parce que c'est bien autre chose qu'apprendre par cœur. C'est vraiment de la résolution de problèmes et stimuler aussi leurs capacités. Voilà ce qui pourrait être un de mes conseils. Et pour revenir à l'espace, est-ce que les idées que tu avances sont intégrées dans des formations en architecture? Est-ce que ce sont des théories qui restent de ton domaine? Alors non, ça ne me concerne pas uniquement. Évidemment, il y a dans le monde plusieurs personnes qui s'occupent de ces thématiques, mais malheureusement, les formations habituelles universitaires ne réfléchissent pas encore de cette manière. Tout ce que j'ai dit ici, je ne l'ai pas non plus appris dans ma formation en biologie à l'université. Mais on peut donc voir que c'est difficile pour les universités qui sont organisées en piliers disciplinaires. Mais si on applique l'intelligence naturelle, évidemment, ça va au-delà des disciplines. On a la biologie, l'architecture, l'ingénierie, la conception de produits, la chimie durable, etc. C'est pourquoi ça ne s'y retrouve pas encore. Mais j'espère que ça va être fait rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour changer de direction. Il y a également des réactions. Voilà, les histoires sont très intéressantes, mais comment est-ce qu'on peut transmettre cette inspiration aux jeunes? Quelle est votre expérience avec les étudiants? Est-ce que vous avez une expérience avec les jeunes? Alors oui, je donne des collèges en tant qu'invité dans les universités et ça m'étonne toujours lorsque les étudiants viennent me voir, qu'ils sont toujours très enthousiastes, mais ils sont toujours étonnés du fait qu'ils apprennent ça seulement maintenant et disent eux-mêmes que ça devrait faire partie de leur formation et que la biologie et le fonctionnement de la vie devraient aussi être enseignés dans les formations économiques d'ingénieurs. En fait, dans toutes les formations devraient comporter une partie biologie sur comment fonctionne la vie et comment la recherche et le développement peut être développée au lieu de celle qui va un peu à l'encontre de la vie, mais celle qui prend en compte et collabore avec la vie pour un développement harmonieux. Et je ne sais pas si vous connaissez des concepts comme le Good Anthropocene qui est posé ici. Est-ce qu'on peut donc concilier le biocentrisme avec le Good Anthropocene? Alors, je ne connais pas moi-même le Good Anthropocene. Ici, donc, l'Anthropocène, c'est la période où l'homme a un grand impact, un très grand impact. Oui, d'accord. Anthropocène, oui, mais je ne sais pas ce que serait le bon Anthropocène. Oui, je ne sais pas. Bah, d'abord, d'accord, alors on peut passer cette question. Alors, les animaux sont aussi des animaux, les hommes, pardon, sont des animaux, des organismes. Chez d'autres organismes, la collaboration avec la nature est évidente. Mais nous devons faire tellement d'efforts pour le faire. Comment cela se fait-il? Il n'y a pas une seule raison à cela. Je crois qu'il y a toute une série de raisons différentes qui font que nous-mêmes, nous avons pris de la distance avec la nature et que nous sommes déconnectés de la nature. Quand on lit des livres comme
Sapiens, on sait que la manière dont notre développement, dont nous avons fait évoluer notre développement scientifique, nous a fait en grande partie déconnecter de la nature. C'est le progrès et la manière dont a progressé notre réflexion et la manière dont on se considère, l'Homo sapiens, nous serions les organismes les plus intelligents qui nous ont fait penser qu'on n'avait pas besoin de la nature, mais quand on voit que la meilleure solution au changement climatique sont les baleines, et les baleines facilitent les retombées de carbone de l'atmosphère. Il y a même une étude du FMI d'il y a 2 ans, je crois, qui a montré que notre meilleure solution pour lutter contre le changement climatique est de faire en sorte qu'il y ait plus de baleines à nouveau. Donc je pense que c'est une partie de la transition personnelle que nous devons tous faire. Il faut réfléchir à nouveau au fonctionnement de la vie et ce qu'on peut faire avec cette compréhension dans notre travail. Oui, c'était également une question. Il y avait également une question effectivement sur le refroidissement du climat par les baleines. Vous avez aussi dit qu'il faut investir dans la santé des autres pour être soi-même en meilleure santé. Est-ce que tu peux expliquer mieux cela? Oui. Par exemple, le World Wide Web, l'Internet, pardon, le Wood Wide Web, donc le réseau entre les arbres, on voit qu'il y a aussi, on voit que là aussi la collaboration est cruciale. Et qu'un des principes fondamentaux de la nature est l'investissement dans la santé des autres pour garantir sa santé à soi-même. Par exemple, on pense toujours que s'il y a plusieurs espèces d'arbres, ils entrent en compétition, mais les études ont montré que les sucres qui sont absorbés par une espèce sont aussi partagés avec les autres espèces d'arbres, donc pas la même espèce, à partir du moment où ces arbres ont aussi besoin de sucre, qu'ils n'en ont pas suffisamment, parce qu'ils n'auraient plus suffisamment de lumière, parce qu'il y a un arbre plus grand. Donc un arbre fait en sorte que les arbres qui l'entourent soient sains, parce que, et s'ils sont sains, tout l'écosystème est plus résilient. Si un autre arbre est malade, les arbres qui l'entourent transmettent des signaux chimiques. Par exemple, s'il y a une attaque par un animal qui va commencer à le manger, les arbres qui l'entourent vont donner le signal pour attirer les prédateurs de cet animal, oiseau ou autre. Un bel exemple de coopération. J'ai aussi entendu qu'il faudrait donner aussi plus de la place aux loups en Flandre. Évidemment, c'est une autre question. Alors, je n'ai plus de questions pour l'instant, en tout cas au niveau du système. J'ai également retenu qu'on doit être un peu moins propre dans nos jardins, hein, comme dans votre exemple. Et peut-être que tu voulais encore souligner quelque chose sur lequel tu serais passé trop vite ou autre chose à faire passer. Alors, s'il y a peut-être une leçon à transmettre pour les personnes, évidemment, qui s'occupent de l'éducation à la nature. Donc, si on peut soi-même s'engager dans une sorte de rétablissement dans son jardin, pour moi, ça a vraiment été très enrichissant. J'ai beaucoup appris de mon propre jardin et ça m'a aussi donné beaucoup d'espoir et de créativité à mettre en œuvre ensuite dans mon environnement de travail. Donc, je peux inviter les personnes de l'éducation à la nature à ne pas rester à l'intérieur, à aller aussi plus à l'extérieur avec les élèves dans ces zones de projets de rétablissement écologique. Je crois que ça, pour les enfants, c'est très enrichissant. Très bien. Voilà, Lynn, un tout grand merci
aussi pour tous les exemples que tu as cités sur la manière dont la nature peut nous inspirer à avoir une autre approche de l'espace. Alors nous retenons aussi qu'en tant qu'individu, nous pouvons aussi avoir une grande importance pour notre propre environnement, mais aussi pour un environnement plus éloigné. Merci et bonne chance pour ton travail de missionnaire. Je crois que tu as déjà beaucoup d'écoute et j'espère que les formations d'architectes pourront aussi s'en inspirer.